Bienvenue à tous les deux. À nouveau, notre armée sait comment et quand répondre. Vladimir Poutine, sans équivoque, après l'attaque présumée de sa résidence, le Kremlin donc accuse Kiev de s'en être pris directement au président russe dans une attaque de drone. Un incident qui agace Donald Trump et qui complique la tâche du président américain pour parvenir à un accord de cessez-le-feu après presque 4 ans de guerre. Je voulais, pour démarrer cette discussion, vous faire justement écouter la réaction de Donald Trump à ces attaques. On le rappelle, démenti par Kiev, le président américain a l'air très remonté. Oui, ça je n'aime pas ça. Alors vous savez, les Tomahawks, bon j'ai arrêté les Tomahawks, je ne voulais pas ça. Là c'est un moment délicat, ce n'est pas le bon moment, c'est une chose d'être offensif, parce qu'ils sont offensifs. C'en est une autre d'attaquer sa maison. Ce n'est pas le bon moment pour faire quoi que ce soit, on ne peut pas faire ça, je l'ai appris par le président Poutine tout à l'heure, ça m'a mis très en colère. Voilà, Donald Trump, c'était il y a quelques heures du côté de Mar-a-Lago. Alors comme à chaque fois, il y a accusation et démenti, mais la question qui se pose, Ksenia Fedorova, c'est quel intérêt aurait eu l'Ukraine à s'en prendre directement à Vladimir Poutine alors que des pourparlers sont en cours actuellement? Bon, exactement. En fait, c'est une très bonne question et je pense, et la position de la Russie, si on regarde ce que Dmitry Peskov, la porte-parole des Kremlin, a dit, c'est pas seulement contre Vladimir Poutine, mais en fait, c'est une tentative de l'Ukraine, de Zelensky, de saboter les accords qui sont en train de se passer, en fait, les négociations entre Poutine, entre Trump, et en fait, c'est impossible je pense que même si Vladimir Zelensky dit que c'est pas le cas, c'est impossible de cacher 91 drones qui étaient lancés vers la résidence de Vladimir Poutine, qui est très bien protégée. On comprend très bien que tous les drones ont été abattus, mais en fait, cette provocation, c'est ça ce qui compte. Et en réponse, la Russie a dit qu'il va regarder de près en fait toutes les conditions parce qu'il considère cette attaque comme une attaque terroriste. Je pense que ça montre à quel point Vladimir Zelensky parle de paix, mais en fait les vraies actions derrière, c'est plutôt de continuer les conflits. Et donc ça, c'est très inquiétant parce que si c'est le cas et si l'Union européenne en fait soutient, et ce qu'on voit en tous les cas aujourd'hui, soutient Zelensky dans cette tentative de continuation de la guerre, c'est-à-dire que il y a un sabotage, on peut dire même interne des volontés de Donald Trump de trouver une paix. Et ça, c'est très inquiétant. Est-ce que cela voudrait dire que l'accord qui est négocié actuellement serait trop défavorable à l'Ukraine? Moi, je pense que l'accord, en fait, ce qu'on sait, c'est que de 28 points, il a aujourd'hui, je pense, à peu près 20 points qui étaient négociés entre Trump et Zelensky. Et pour la Russie, il y a plusieurs points qui sont pas acceptables. Donc, évidemment que la Russie va pas, ce que la Russie a dit à plusieurs reprises, accepter les points où une partie de Donbass doit rester sous contrôle de l'Ukraine. C'est impossible parce que militairement parlant, et la réalité de terrain, c'est que la Russie continue à avancer. Et donc, il y a déjà des points qui sont pas les points que la Russie est prête à accepter. Si la Russie va encore plus adoucir la position, ça, on ne sait pas encore. On sait que la Russie a dit, après cette tentative d'attaque, il y aura le mesure de réponse. Quelle mesure de réponse? Probablement militaire, mais on ne sait pas exactement où. Moi, je ne crois pas que Zelensky lui-même sera ciblé, mais je pense que la réponse peut être assez directe contre les cibles militaires. Bon, ça on verra, je pense, dans les jours à venir. Alors, selon Varsovie, des dirigeants européens vont s'entretenir aujourd'hui de la situation. Est-ce que ils peuvent et ils vont réussir à, j'allais dire, calmer le jeu? Les Européens? Absolument. Vous savez, mon point de vue, que parmi les Européens, il y a quelques-uns qui sont pour la paix. Par exemple, si on parle de Viktor Orban, si on parle de Slovaquie, les autres, si on regarde la position d'Allemagne, si on regarde la position de la France même, et aussi la position du Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais joue un rôle important, tout ça, ça montre à quel point elle veut vraiment en fait, participer dans ces négociations et trouver les conditions qui sont plutôt favorables pour l'Ukraine, qui aujourd'hui n'est pas le cas. Donc, est-ce que l'Union européenne et les Européens peuvent jouer un rôle pour calmer les jeux?
Je ne crois pas trop, parce que jusqu'à maintenant, l'Union européenne a plutôt pris une position des 20 ans de guerre. Je pense qu'aujourd'hui, le seul qui peut arrêter la guerre, c'est en fait Donald Trump, s'il continue de parler avec Vladimir Poutine. Donald Trump pourrait déjà arrêter cette guerre s'il a arrêté de fournir les renseignements, par exemple, arrêter le Starlink et arrêter de provision des armements l'Europe qui finalement utilise ces armements pour donner ça à l'Ukraine. Mais si on parle vraiment de voie diplomatique, aujourd'hui, sans les États-Unis, le paix n'est pas possible. Donc je pense que l'Europe cherche désespérément de trouver une place dans ces négociations, mais il faut avoir les compromis, il faut continuer avec les voies diplomatiques. Et peut-être une bonne chose sera de reprendre les négociations diplomatiques avec la Russie. Dans ces cas, je pense que l'Europe peut essayer de jouer un rôle, mais jusqu'à maintenant, je ne pense pas. Oui, mais bonjour Xenia, pardon de vous déranger, Sabrina Metcheber. Effectivement, on constate que l'Europe, malheureusement, a été escamotée dans les discussions de négociation de paix. Et cette attaque-là, elle vient sédimenter malheureusement le projet de plan de paix qu'avait initié Donald Trump. Et vous parlez là du rôle de l'Europe, malheureusement, qui est plutôt un échec, hormis le maintien de la paix dans les zones concernées, c'est-à-dire vraiment en bordure de l'Ukraine. Alors que peut faire Donald Trump aujourd'hui pour apaiser entre guillemets, la colère de Vladimir Poutine et éviter justement une escalade guerrière, belliqueuse, afin de préserver le projet de paix qui a été initié par Donald Trump? Je pense que c'est déjà une très bonne chose qu'il y a un échange entre Donald Trump et Vladimir Poutine, parce que quand cette attaque a pris place, Vladimir Poutine a appelé Donald Trump et en fait il a pris cette information de Vladimir Poutine lui-même, ce qui n'était pas le cas avant. Vous savez, avant, en fait, il n'y a pas eu une seule négociation entre les États-Unis sous Biden. Donc aujourd'hui, Donald Trump, évidemment, continuait d'avoir un contact direct avec Vladimir Poutine, ce qui compte, ce qui est très important. Et après, continuer d'expliquer, je pense, aux Européens qu'il y a des volontés, par exemple les volontés des Européens de trouver une défaite stratégique de la Russie, de ne pas avoir une capitulation de l'Ukraine, mais en même temps il y a la réalité des terrains. Oui. Et en fait ce qu'il a dit déjà, c'est que si aujourd'hui on ne trouve pas un accord avec la Russie va continuer sur le terrain militairement, c'est-à-dire que dans quelques mois, toute la Donbass sera sous contrôle russe. Et après, la vraie question qu'on peut se poser, est-ce que la Russie va continuer pour atteindre ses objectifs, par exemple de garantir la sécurité des régions russophones et le langue russe aussi, les russophones en toute l'Ukraine, est-ce qu'il va arrêter là ou est-ce qu'il va continuer? Ça, on ne sait pas. Je sais que les objectifs sont importants et ce sont les points qui sont négociés aujourd'hui entre l'Ukraine, entre les États-Unis et entre la Russie. Et donc, je pense que la meilleure chose que Donald Trump, pour répondre à votre question, peut faire, c'est continuer en fait avec négociation et expliquer aux Européens pourquoi. Parce que sans les États-Unis, les Européens ne peuvent pas continuer cette guerre pour très longtemps. Et en tant que journaliste, quel est le pouls de la société russe là dans cet épisode? Qu'en pensent les Russes, la population russe? Est-ce qu'elle soutient Vladimir? Moi, en tant que journaliste, évidemment, je fais partie de ma famille, mes amis, mes collègues aussi. Je pense que c'est évident que tous les Russes, depuis 2022, sont plutôt en soutien de Vladimir Poutine. Pas seulement parce que c'est les choses qu'il a dit, les objectifs qui étaient mis sur la table, mais aussi à cause de cette réponse non proportionnée de l'Union européenne, de l'Europe et des États-Unis. Il ne faut pas oublier que c'est une guerre par procuration qui était commencée par les États-Unis. Quand Victoria Nuland est venue à Kiev pendant les Maïdan, vous savez, le coup d'État, les promesses non tenues de l'accord de Minsk, ce qu'on a appris après par François Hollande et Angela Merkel. Donc, en fait, tout ça, la Russie ne voit pas les choses qui sont commencées en 2022, mais les Russes voient les choses qui sont développées depuis 2014, mais même avant, en fait, après le chute de l'Union soviétique. Donc, évidemment, il y a une compréhension parmi les Russes que cette guerre, c'est pas juste une guerre de territoire c'est comme ça, c'est en fait présenté aux spectateurs, aux audiences françaises et européennes. Mais en fait, c'est une guerre d'intérêt, de sécurité
Et même par là aussi, ça peut être considéré comme une question existentielle. Donc, pour moi, je pense que les meilleures choses pour l'Ukraine aujourd'hui, pour l'Europe, c'est de trouver un accord. Si on n'arrive pas à trouver un accord, évidemment que la Russie va continuer jusqu'à atteindre ses objectifs. Effectivement, un autre point de vue. Donald Trump, qui lui est sur tous les fronts après avoir donc reçu Volodymyr Zelensky, s'est entretenu avec Vladimir Poutine par téléphone. Le président américain a reçu à Mar-a-Lago le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une rencontre qui s'est bien déroulée. Ce sont les mots du communiqué. Il a été question notamment de l'application de la phase 2 de l'accord Trump pour Gaza, à cette phase qui prévoit le désarmement du Hamas. Et c'est peut-être là que les problèmes vont commencer. Je propose d'écouter cet extrait de la conférence de presse. Aussi vite que nous pouvons, mais il doit être désarmé, vous le savez. Nous devons désarmer le Hamas. C'est une des choses dont nous allons parler, bien évidemment, mais nous devons désarmer le Hamas et le plus vite possible. Est-ce que, Sabrina Medjeber, on arrive à ce moment où l'action de Donald Trump va se confronter à la réalité, c'est-à-dire un Hamas qui ne veut pas déposer les armes? Oui, je pense. Je pense que ça va être très difficile de désarmer le Hamas. C'est une hydre, le Hamas. C'est une organisation terroriste tentaculaire. Donc ça va être très très compliqué de l'éliminer structurellement parce qu'on le sait. Ils ont construit pendant des années des tunnels. Ils se sont armés, outillés grâce aux aides notamment internationales pendant des années. Ils ont le soutien de l'Iran, ils ont le soutien du Qatar, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension aussi financière étrangère qui vient nourrir la bête terroriste qu'est le Hamas. Le Qatar qui est garant de cet accord pourtant. Et également, alors c'est là où la palidonie s'exprime avec le Qatar et la perception qu'on a du Qatar, elle est à double tranchant. C'est-à-dire qu'à la fois, il s'érige presque en gardien de la paix, ou en tout cas en gardien des négociations en vue de la paix, et en même temps, il finance le terrorisme. Donc le rôle du Qatar est assez ambivalent sur cette question. Je l'espère, en tout cas, moi je salue la position de Donald Trump, je salue la fermeté de Donald Trump comme soutien indéfectible à Israël qui lutte pour sa survie existentielle contre le terrorisme islamiste. Donc c'est déjà une très bonne chose qu'il l'affirme de cette façon. Et j'espère qu'ils outilleront suffisamment Israël pour en finir définitivement avec le Hamas afin que Israël puisse vivre en paix et que notamment les Palestiniens puissent s'extirper du joug terroriste islamiste qu'est le Hamas. Alors il risque évidemment, s'il y a un retour à des opérations militaires, d'avoir une pression internationale. Xenia Federova, est-ce que là aussi Donald Trump va arriver au bout de ses possibilités, de son action dans un Proche-Orient qui est quand même plus compliqué qu'il ne paraît? Oui, la question est vraiment très compliquée. Après, je pense que Donald Trump a déjà réussi de faire beaucoup de choses. Et si on parle des otages, par exemple, c'est grâce à Donald Trump qu'on a eu ce développement plutôt positif. Après, Donald Trump, je pense qu'il est capable de trouver une solution, surtout parce qu'il est bien connecté avec les majeurs acteurs du monde arabe. C'est-à-dire que si on parle des Arabie Saoudite, des Qatar, de tous ces acteurs importants, c'est possible. Après, c'est pas une question très facile parce que si on parle des longs termes et des paix de longue durée, on peut dire durable, ça sera un challenge, je pense, que pour tout. Surtout, c'est pour ça en fait Netanyahou cherche et toujours montre qu'il est dans une bonne relation avec Donald Trump. Il a besoin de ça aussi pour sa propre vie politique à l'intérieur, pour montrer que Donald Trump le soutient, ce qui est très très important pour la future élection, par exemple. Donc je pense que Donald Trump est capable de trouver une solution, mais franchement, ce sujet est compliqué parce que on parle de questions des deux États, on parle des Hamas qui, comme Sabrina a dit, c'est difficile à croire que c'est une organisation qui veut se démilitariser. Donc, on verra bien. Je ne peux pas faire les prognoses. L'existence d'Israël. Xenia a soulevé un point très important, c'est-à-dire que Donald Trump arrive à dialoguer avec le monde arabe et il faut savoir qu'il y a eu une résolution à l'ONU pour justement le plan de paix à Gaza et que l'Algérie a accepté
ce plan de paix à Gaza. Et d'ailleurs, c'était attiré les foudres du Hamas. Donc, il y a un début de commencement favorable dans un dialogue avec le monde arabe et notamment l'Algérie, qui est un soutien historique de la Palestine et même du Hamas. Ouais, savoir parler à tout le monde, c'est ce que savait faire la France à une époque. Absolument.